nationaux sont des lieux d'exception pour la préservation de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. C'est en compagnie des personnages animés de l'univers de Minuscule que nous vous emmenons découvrir la beauté et la majesté de ces territoires précieux. Aux confins de l'Europe, il est des secrets qui n'attendent qu'à être révélés. Ceux d'une région où la Méditerranée continentale et l'océan Atlantique s'étreignent dans un tête-à-tête passionné. À 1 heure de Lisbonne, le parc naturel d'Arrábida borde depuis 1976 le sud de la péninsule de Setúbal. Al-Rabita, ou la forteresse en arabe, une appellation taillée sur mesure. La chaîne montagneuse veille, protégeant de sa carrure des écosystèmes rares, tant sur la terre ferme que sous la surface. Aussi vaste que Paris, les 108 km² du parc déroulent une mosaïque vivante, façonnée par l'isolement géographique et la convergence de climats que tout oppose. À Arrábida, chaque univers raconte de ses spécificités l'histoire de l'homme et de la terre. Bravant les Mistral impérieux, la côte sud vibre d'une énergie générée par son plus beau trésor. Ses falaises maritimes. Un empire de calcaire qui trouve les origines de sa formation dans l'ère jurassique. C'est ici, il y a 65 millions d'années, que le supercontinent Laurasia s'est fracturé, démêlant immuablement l'Europe de l'Amérique. La faille sculpta les prémices d'un bassin qui aujourd'hui encore ne cesse de s'élargir. L'océan Atlantique. Sur ces murs, la vie se développe en étroite symbiose avec son environnement rocheux, qui prend parfois des morphologies étonnantes. Comme ici, à l'arc du Pigeonnier, où le travail de l'érosion a façonné un pont aussi vrai que nature. À l'extrémité ouest, les escarpements vertigineux dessinent de leur rudesse la frontière de l'Europe. Ces talus chancelants sont le sanctuaire d'une flore unique, capable de défier les contraintes d'un biotope vertical. Entre deux eaux, la posture insulaire du Cap en fait une enclave d'endémisme. Ici, le végétal se joue des carcans scientifiques. Seule la roche peut comprendre son langage silencieux. Ce petit arbuste aux allures de baobab miniature nargue les ravins les plus audacieux. L'Euphorbia pedroy. Comme le cactus, ses tiges succulentes lui permettent de s'ériger fièrement, même dans les terrains les plus arides. Identifié il y a seulement 20 ans, on ne le trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ce funambule invétéré compte ses ancêtres dans les îles Canaries, aux Açores et au Cap-Vert.
Mais comment expliquer son arrivée quasi providentielle ici sur le continent? A-t-il été déplacé par les airs? Le parc se trouve sur l'une des plus grandes voies migratoires des oiseaux du monde. Quelques-uns profitent même de ce bastion naturel contre les vents du nord pour s'installer durablement. À l'image de ce couple d'aigles Bonelli, qui pour vivre heureux, a décidé de vivre caché. Si la grande majorité préfère le tumulte des zones urbaines, en Europe, seuls 2 binômes de marginaux partagent cette vie de bohème sur le littoral. Et ils se trouvent à Arabida. Entre terre et mer, cette position assure une profusion de proies. Justement, le soleil épouse son zénith et les estomacs grondent. Chaque couple défend son canton de chasse avec férocité. Au moyen d'une parade aérienne de haute voltige, voici qu'à 2, ils dissuadent les curieux. Enfin, presque tous. Aujourd'hui, les agents de la Société portugaise d'études ornithologiques viennent observer cette espèce menacée. Seuls 150 couples survivent encore au Portugal. Chaque aigle arbore un écusson ivoire qui lui est propre, imprimé sur ses plumes dorsales. Les agents du parc reconnaissent ce couple. Il est nouveau dans les parages. Il a tout bonnement subtilisé le territoire des anciens propriétaires qui s'y épanouissaient depuis plus de 25 ans. Les scientifiques analysent les habitudes de chasse de ce nouveau binôme, passé maître dans l'art de la persécution. Leur vision implacable leur permet de scanner un garde-manger qui s'étire parfois sur 20 000 hectares. Il s'agit de faire preuve de coopération. C'est justement le point fort de ces prédateurs stratèges. Pour le partage, c'est une autre histoire. Les écrins rupestres ne dissimulent pas toujours des nids d'amour. Sur ces falaises énigmatiques, ils sont souvent la porte secrète vers une odyssée dans les entrailles du parc. Les eaux de l'Atlantique se sont imposées sur le paysage, modelant depuis des temps immémoriaux un labyrinthe de couloirs et de galeries qui n'a pas fini de dévoiler ses richesses. Les chemins empruntés par les gouttelettes se figent dans le temps et l'espace. Une corrosion créatrice qui étend son territoire depuis des milliers d'années. Elle se dévoile au moyen d'une myriade de spéléoformes.
Chaque salle calfeutre les secrets d'un biotope unique au monde. Dans ce règne minéral, la température ne varie jamais, le gaz carbonique est extrêmement concentré et l'humidité frôle les 100%. Dans certaines cavités, les piscines turquoises se déclinent en terrasses souterraines, qu'on appelle les gours. Les cristaux s'y amoncellent en splendides bijoux de glace. Un chef-d'œuvre signé nature qui n'a rien à envier au travail des hommes. Mille et une histoires se content à Arabida. L'architecture fait corps avec l'énergie du lieu et ne cesse de nous rappeler que sur ces terres, plusieurs grandes époques de l'histoire ont laissé leurs traces. Le phare du Cap s'illumine depuis le XVIIIe siècle, époque des grandes explorations maritimes. À ses côtés trône le sanctuaire de Notre-Dame, humble vestige de l'apogée du christianisme. Jusqu'au XIXe siècle, les pèlerins s'y croisaient, dans l'espoir de toucher du doigt le miracle. Comme celui qui est à l'origine de la chapelle Ermida da Memoria, construite en 1410. En son cœur, les azulejos, ces carreaux de faïence typiquement portugais, racontent son incroyable légende. Au XVe siècle, la Vierge Marie surgit des eaux. Elle remonta la falaise, marquant son passage de l'empreinte indélébile de ses pas. Bien des siècles plus tard, des esprits plus cartésiens identifièrent ces traces comme les cicatrices du passage d'un troupeau de sauropodes, des dinosaures du Jurassique supérieur, vieux de 150 millions d'années. À 2 pas, la baie de Lagos-Terros porte les stigmates d'autres dinosaures. Sur une roche crétacée cette fois, plus jeune de 30 millions d'années. Ces formes dessinent les pas d'un bipède herbivore, sûrement un iguanodon. L'analyse de ces empreintes révéla au monde entier des indices précieux sur la vie de ces bêtes mythiques. Depuis 1997, les 2 sites sont ainsi classés monuments naturels. Ils sont à l'origine de l'extension des limites du parc. La nuit venue, cette écrevisse n'a d'autre choix que de se mettre à découvert pour dénicher sa pitance. Elle ferait mieux de vite retourner à l'eau. Immuablement lié à Arabida, il est un univers qui a dû faire preuve de patience avant d'être considéré à sa juste valeur. Les 5300 hectares de la réserve marine Luis Saldanha sont protégés depuis 1998, seulement 20 ans après la création du parc. Et pourtant,
Même en dessous de la surface, ces monolithes profilent la forteresse d'un refuge incontesté de plus de 1500 espèces. Une concentration inégalée en Europe. Ces remparts minéraux sont les garants de 80% de la biodiversité marine. Les algues et les mousses viennent se blottir à même le récif et les juvéniles s'y protègent des courants hasardeux. L'accalmie des falaises réunit les espèces du nord et du sud, trouvant chacune leur compte dans ces eaux aux températures conviviales. Les plus grosses créatures, elles, s'improvisent des cachettes dans les alcôves naturelles qui décorent ces parois. Voici le résident le plus envoûtant de la réserve. Un animal mythique, auréolé de fantasmes depuis les premières découvertes marines. La pieuvre. Chaque parcelle de son anatomie est une invitation à se laisser subjuguer. Comme ces 8 bras frangés de petites ventouses qui sont en fait une arme redoutable. Dix fois plus sensible que la langue humaine, le poulpe s'en sert pour appréhender son environnement et effrayer les prédateurs. Convoité par de nombreux gourmands, ce prestidigitateur préfère se faire discret. La mollesse de son anatomie lui permet d'improviser la moindre cachette. Et quand ça ne suffit pas, il se propulse, avant de disparaître dans un nuage de fumée. Plus en profondeur, l'univers des abysses nous ouvre ses bras. Ceux d'un jardin aquatique d'une beauté irréelle. Une ode à la nature. Nous sommes au cœur d'une véritable forêt de kelp. Ici, les nuances d'émeraude n'ont rien à envier aux jungles tropicales. Ondulant en chœur au rythme des remous, les algues entonnent la symphonie de l'écosystème le plus riche de la planète. Un balai végétal qui trouve son salut dans les eaux oxygénées par des courants audacieux. Chaque espèce a sa partition à jouer. Et il n'est pas rare d'observer notre pieuvre s'inviter dans la danse.
Sentinelles de la biodiversité, les dédales de kelp sont le terrain de jeu préféré des résidents aquatiques, loin du regard de plus gros prédateurs. Il est un empire qui dissimule encore bien des mystères pour les scientifiques du parc. Le pélagique. Ce monde ésotérique de la haute mer. Aujourd'hui, les biologistes marins tentent d'en apprendre plus sur la terreur de ces eaux. Le requin bleu. Pour l'attirer, ils préparent ses gourmandises préférées. Leur programme scientifique cherche à déterminer la répartition de l'espèce en fonction de la topographie des lieux. Des informations précieuses pour mettre en place des missions de conservation adaptées et peut-être agrandir la zone de protection du parc. L'équipe déploie un système de caméras sous-marines dans plusieurs zones aux profondeurs différentes. Il ne reste plus qu'à attendre l'intéressé. Celui qu'on appelle le nez de la mer ne saurait tarder. Le requin bleu peut sentir une proie à quelques 70 mètres de distance. Le voici, le bellâtre au regard perçant, pourvu de paupières qui ne clignent jamais. Sa silhouette effilée déroule une carnation indigo qui le distingue de ses pairs. « 3,50 m de muscles. Le globe nageur a une morphologie taillée pour sillonner l'immensité profonde. Il semblerait que ce piège de friandises intrigue. Ce maladroit est inséparable de son poisson pilote, un pique-assiette opportuniste qui le suit partout, profitant de sa protection et de ses restes. Le requin bleu, lui, ne voit pas d'un très bon œil cet artifice culinaire qui semble lui résister. Au centre du littoral, le relief de Risco s'impose aux altitudes timides de la côte portugaise. La plus haute falaise calcaire d'Europe défie l'océan de ses 381 mètres de hauteur. Son profil voûté suggère une vague qui s'avance impétueusement, avant d'être suspendue en vol par magie. Relique de la collision des plaques eurasiennes et africaines, cette curiosité géologique a fait vœu de silence depuis 20 millions d'années. Enfin presque. En son sommet, on découvre l'une des 11 carrières encore en activité qui morcellent la santé du parc. Extrait à ciel ouvert, le calcaire représente une manne financière considérable pour les acteurs de cette industrie destructrice.
Pour d'autres, il est un terreau de premier choix. Les arêtes périlleuses de Richecou se camouflent d'un épais manteau de maquis. Ici se fédère une flore de lande accoutumée au terrain compact et à la fièvre d'un soleil infatigable. La bruyère calune vient réveiller les yeux de ces baies roses. Jadis, la plante était associée à la magie blanche. Aujourd'hui, on l'accueille encore pour s'assurer de bon augure. Nul besoin d'enchantement pour la ciste de la danifère. Ces petites feuilles sécrètent leur propre crème solaire. Dans cet environnement barbare, les plus fragiles ne semblent pas conviés. Et pourtant, camouflée entre deux arbustes, la nivéole d'automne s'agrippe à la vie. Avec sa petite clochette lilas et blanc inclinée vers le bas, la dame miniature propose un parasol de choix pour qui voudrait la butiner. Sa façon à elle d'assurer sa pérennité. Les steppes arides de la crête de Richecou sont le fief du plus malicieux des habitants du parc. Le renard rouge part en chasse. Derrière ce minois rieur se cache un redoutable prédateur. Ses grandes oreilles lui assurent un repérage acoustique de ses proies. Cette mère n'a plus beaucoup de temps. Dans la renardière, le petit dernier s'impatiente. Il a attendu 4 semaines avant de sortir le bout de son nez. À l'aune de l'automne, quand l'été s'endormira, il sera enfin prêt à prendre son indépendance. En attendant, chaque sortie est sujette à l'émerveillement. Comme lorsque les couleurs du jour s'effacent discrètement devant le spectacle du crépuscule. Pour les prédateurs nocturnes, la chasse est ouverte. Celle qu'on appelle la Dame Blanche porte un masque immaculé. Elle compense un champ de vision restreint avec une acuité nocturne exceptionnelle. C'est dans le silence que la chouette effraie excelle. Son ouïe est capable de localiser les proies au centimètre près. L'inverse ne saurait être vrai, tant la structure de ses plumes dentelées lui assure le vol le plus mutique de la planète. C'est dans la fraîcheur matinale que Richecou se dévoile sous son plus beau jour. Son architecture conditionne un grand contraste entre ses flancs. Au pied du versant nord, la promesse de l'ombre et la sérénité d'un horizon sans alizé
permettent l'épanouissement de forêts primaires typiquement méditerranéennes. Dans ces bois impénétrables, le soleil devient avare de rayons denses. Les lianes s'accrochent de branche en branche dans l'espoir d'atteindre des sommets plus lumineux. Aux côtés des érables et des arbousiers, les chênes portugais imposent leurs lois. Flanqués sur ce massif accidenté, leurs bustes d'ébène se cambrent et s'entrelacent dans un désordre harmonieux. Les mousses et les lichens en profitent pour coloniser les troncs. Leur présence est indice d'une excellente santé de la forêt. Et quand un puits de lumière s'ouvre dans la canopée, gare à ne pas se laisser prendre dans les griffes du Drosophilum lusitanicum. Cette vorace ne laisse aucune chance à ses proies, elle qui affine son savoir-faire depuis des millénaires. Madame sécrète une odeur de miel pour attirer son butin qui se trouvera bien démuni une fois piégé dans cette glu naturelle. En Europe, on ne la retrouve que sur les côtes ibériques. Le littoral du parc cristallise de sa beauté le lien sacré qui unit l'eau au continent. À Arabida, il se décline en plage idyllique. L'eau transparente vient céder ses embruns aux dunes blanchies de sable fin. Un Éden menacé par la pollution humaine. Pour la journée internationale du nettoyage des côtes, des bénévoles sont venus restaurer la pureté de ce paradis à l'équilibre fragile. Un peu plus loin, dans les grottes marines de la baie, l'obscurité dessine un tableau bien plus menaçant. Nous sommes à l'Apa de Santa Margarida, une crypte mystérieuse creusée par la violence des vagues. Ici, l'humidité charge de son poids l'ambiance brumeuse, un environnement propice aux fantasmes les plus funèbres. On raconte que des explorateurs poursuivis par des pirates s'y seraient retranchés avant de disparaître pour toujours. Peut-être dans leur quête de survie se sont-ils régalés des vitamines de la criste marine. On l'appelle la plante des navigateurs, autrefois dévorée par les naufragés. Une originale qui fait figure de tenace.
La grimpeuse peut compter sur ses racines, plus efficaces que des crampons. C'est l'une des seules plantes capables de survivre sur une roche malmenée par les vagues. Une résistance aux tourments de l'iode qui défie les lois du végétal. Entre plage et falaise, la côte sud du parc étire un parterre rupestre alvéolé. Au rythme des marées, l'eau s'y engouffre pour ne plus en sortir. Nombreux sont les convives à profiter du répit offert par ces piscines miniatures. Comme cette anémone verte. Le petit crabe marbré y passe ses journées à picorer. Omnivore, il n'est pas très regardant sur le menu du jour. Le glouton à pince débarrasse la roche des cyanobactéries et autres délices organiques. Sous la surface, des gourmets d'un autre genre utilisent la valse des courants à leur avantage. Accrochés à la roche, les gorgones déploient fièrement leur éventail capillaire. En se développant perpendiculairement au mouvement de l'eau, elles optimisent ainsi leurs chances de capturer le plancton. Les lieux offrent un spectacle bariolé, dont le rôle principal pourrait être décerné aux nudibranches. Les jardins de Gorgone comptent parmi leurs locataires 85 espèces de ces limaces extravagantes. Leurs couleurs flamboyantes sont dites aposématiques, affichées pour avertir l'adversaire de la toxicité de l'animal. Dans cette compétition chromatique, difficile de désigner un vainqueur. La Félimar Villafranca a toutes ses chances dans son manteau azur, surmonté d'un bouquet de branchies. Contorsionniste, ce plein air rose se pâme dans l'onde avec grâce. Sur la terre ferme, des mollusques plus farouches préfèrent jouir de la protection réconfortante de leurs coquilles. Et ils ont bien raison. Cette espèce menacée ne mesure pas plus d'1 centimètre. Le Candidula setoubalensis fut découvert au XIXe siècle dans le château de Setoubal, la ville voisine. Aujourd'hui, il a troqué la vie de châtelain pour une vue sur mer. Depuis, cette petite créature est strictement endémique du littoral d'Arabida. On ignore comment il a migré jusqu'ici. Mais manifestement, l'épopée ne fut pas de tout repos.
D'autres parcelles du littoral proposent des scénographies bien plus adaptées au duel. Comme ici à Anguncheras, où le lapias de roche tient tête aux affres du temps. Si l'eau semble s'être évaporée, sa présence passée a laissé des traces immortelles. Depuis l'ère Crétacée se modèle ici, au rythme des ruissellements et de l'érosion, un nuancier ocre et vermillon aux allures des plus grands westerns. Les mystérieux corridors s'enfoncent dans le sol désertique, mimant les lignes de canyon. En minuscule. Terre de contraste, Arabida s'est jouée de ces dissemblances. Et à l'autre bout du parc, à l'est, les paysages timorés viennent compléter la douceur de ce tableau méridional. Classée réserve naturelle et zone de protection spéciale, l'estuaire du Sado déploie la tapisserie argentée d'une des plus belles baies du monde. Ici se mêlent avec délicatesse les eaux fluviales du Sado et l'immensité de l'océan, peignant le tableau de marais à l'horizon infini. La quiétude des lieux est incarnée par les méandres d'une eau paisible et sans vagues. À l'approche de l'hiver, ils sont plus de 70 000 à se réunir ici. 200 espèces d'oiseaux qui viennent des 4 coins du monde. Pour les ornithologues, c'est un laboratoire à ciel ouvert de 230 km². Et il relâche aujourd'hui le plus petit héron d'Europe, le blongiot nain, désormais bagué, qui retourne vite profiter du garde-manger presque infini qu'offre cet immense bassin fertile. L'estuaire est une véritable nurserie pour plus de 100 espèces de poissons et 261 espèces d'invertébrés. Et quand vient l'heure de la pêche, chacun a sa technique. L'aigrette est à l'affût. Cette virtuose de la picore peut compter sur une célérité à toute épreuve. Le goéland ne brille pas par sa rapidité. Pâteau, il préfère s'attaquer aux grosses bestioles. La spatule blanche sait tirer le meilleur parti de son bec aplani. Elle progresse à l'aveugle, farfouillant la vase au moyen de balayages horizontaux. La baie est la résidence du plus majestueux de tous les échassiers. Son plumage pastel ne laisse personne indifférent. Le flamant rose. Et il n'hésite pas à plonger la tête entière dans l'eau, tout en piétinant le sol autour de son bec immergé. Ce dernier, crochu à souhait, est paré de lamelles filtrant l'eau, à la manière des fanons de baleines. Si elle concède à partager le même bassin, les différentes espèces grégaires du Sado ne quittent jamais leur clan. Et à la moindre menace, les groupes restent soudés.
Guidés par un avant-coureur, ils s'envolent de concert, bariolant le ciel de nuages parfaitement organisés. L'escadron de Flamands est sans conteste le plus impressionnant, aussi gracieux que sur la terre ferme. La colonie exploite la puissance des vents à son profit. À moindre effort, ils peuvent ainsi voler à plus de 60 km/h. Pendant leur grande migration, ils sont capables de parcourir 600 km en une seule nuit. D'autres grands voyageurs ne veulent plus se séparer de ces eaux vertueuses. L'embouchure du Sado, là où l'estuaire s'égare dans l'océan, est colonisée par le véritable symbole de la région. Les dauphins évoluent en groupes de plusieurs dizaines d'individus. Au centre de la troupe, les femelles et les petits sont protégés par les mâles. Une véritable famille qui joue et chasse ensemble. En Europe, il est rare d'observer le dauphin en liberté. Ces cétacés joueurs retrouvent ici leur quartier depuis l'encadrement des activités portuaires, une source de pollution sonore fatale pour ces mammifères dont la pérennité repose sur le langage. Les claquements ultrasoniques, inaudibles pour l'homme, fonctionnent comme un sonar et leur sert à se repérer dans l'espace. Mais ces bavards entretiennent aussi un dialogue des plus élaborés, et chaque clan possède son propre vocabulaire. À lui seul, le dauphin symbolise les efforts déployés pour préserver Arabida et ses environs. Terre européenne de contraste qui ne cesse de chanter les louanges du mariage entre continent et océan.